Bonjour Gaëtan Hendrix, Bonjour. quel est votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez à Dane? Comment vous allez en fait? C'était compliqué, hein. Franchement, on va pas se mentir. Ça a été des mois éprouvants, surtout mentalement. D'être dans l'incertitude, je pense qu'il n'y a rien de plus fatigant et d'ennuyant pour les joueurs qui ont des familles, des métiers. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est une situation triste qui se répète malheureusement depuis un petit temps dans le football belge. Et donc, déjà maintenant, j'espère que ça pourra faire bouger les choses. Donc concrètement, vous ne touchez plus rien, plus un euro? Non, plus un euro depuis le mois de septembre, qu'on n'a déjà plus été payé. Donc maintenant, ça va faire 3 mois pour l'intégralité des joueurs et le staff, déjà un peu plus longtemps. Quand je dis le staff, je parle des kinés et qui étaient indépendants et des préparateurs physiques qui, eux, ça peut aller de 4 mois à 6, 7 mois. Et donc, voilà, c'est des situations qui créent forcément de l'incertitude et de la tension dans la vie les privée des gens. Et les factures, il faut les payer, ça veut dire quoi? Les voitures, les maisons? Ça veut dire que ça charge des joueurs, du staff. On continue à payer nous-mêmes nos loyers, on continue nous-mêmes à payer notre essence quand il fallait aller au foot parce qu'on a dû continuer à s'entraîner. Maintenant, ça fait seulement une quinzaine de jours qu'on ne doit plus y aller. Mais nos voitures, elles ont été reprises par le club aussi. Donc ça veut dire que de toute façon, il fallait trouver des solutions pour aller au foot à nos frais. Pour des gens qui ont des vies de famille, soit on a la chance d'avoir une voiture avec la femme, soit il fallait en louer une ou demander à la famille d'en avoir une. Donc c'est vrai une situation très compliquée dans le sens où il fallait continuer à venir au foot et donc en fait on venait même plus au foot gratuitement, on payait pour venir s'entraîner. Et si vous n'y êtes pas à ce moment-là, si vous faisiez grève, vous vous mettiez vous-même en défaut? Oui, parce que c'est toujours ce qu'on nous a conseillé de faire, de continuer à s'entraîner, à tout faire normalement, parce que sinon ça pouvait se retourner contre nous. Donc c'est pour ça que ça a duré entre guillemets si longtemps, jusqu'au jour où nous, les joueurs, on a réussi à trouver un accord avec le club après X promesses de paiement pour dire que si le 15 novembre on n'était pas payé, on avait l'autorisation de plus se rendre au club, de plus s'entraîner sans aucune poursuite de la part du club. On a reçu ce papier le 15 novembre et c'est pour ça que je dis que seulement depuis 2 semaines, on a le droit de plus se rendre au club. Mais vous avez dû insister pour l'avoir, ce papier? On a dû en tout cas négocier avec eux, oui, parce que d'abord, il faut être honnête, on avait fait preuve de bonne volonté et de patience, donc on n'a pas demandé directement ce papier-là. On voulait bien comprendre que ça prenait un peu de temps et qu'il fallait faire venir l'argent de quelque part, d'où, au final, on ne savait pas. On croyait ce qu'on nous disait, mais bon, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il n'y a toujours pas un euro qui a été transféré sur le compte de Days, à ma connaissance. Donc on n'a pas demandé directement un papier, mais après X promesses, et quand je dis X, ça a été 4 différentes, et la quatrième, forcément, la patience était finie, la confiance était rompue aussi, et donc à ce moment-là, le club voulait qu'on attende encore ce délai de la quatrième promesse de paiement, mais les joueurs ne voulaient plus attendre, et donc moi, en tant que capitaine, il fallait bien que je trouve un deal pour essayer de convaincre les joueurs de continuer, et pour que le club, pour qu'il gagne le plus de temps possible. Mais à un moment donné, on a fait ce deal et voilà, donc on a reçu ce papier de la part du club. Et il y a des joueurs qui sont en difficulté financière, vraiment concrètement, tous les jours, des problèmes pour manger, pour faire des courses? En tout cas, ça a commencé en premier avec les préparateurs physiques. Ce sont des Espagnols qui sont tous venus ici. Ils avaient tous des enfants, une femme, ce sont des indépendants, donc ils devaient payer leur cotisation sociale trimestrielle. Et donc eux-mêmes aussi payaient pour travailler, mais à un moment donné, comme on le sait tous, on est en D1B aussi, donc ce n'est pas des salaires mirabolants. Ces gens-là ont été vraiment en difficulté et donc ils ont décidé de retourner en Espagne. Mais même en Espagne, ils n'avaient pas de logement, donc ils ont dû retourner dans leur famille, avec des enfants, avec une femme. Et donc je me dis que ces gens-là sont vraiment dans des situations compliquées. Et puis pour les joueurs, forcément qu'après plusieurs mois, il y en a certains qui ont plus difficile que d'autres. Il ne faut pas oublier que malgré le fait que parfois les salaires sont un peu mieux, parce que c'est le bruit qui circule aussi, qu'à Daines, il y avait des chouettes salaires, même si les salaires sont un peu plus élevés que des travailleurs normaux, les carrières sont courtes, du coup les gens ont aussi des investissements parfois, et donc ils ont des crédits, les crédits qui continuent à courir, qu'il faut continuer à rembourser, et donc forcément il y a quelques joueurs pour qui ça commence à devenir très dur, qui ont parfois même eu besoin d'aide de certaines personnes extérieures pour continuer, et donc c'est ça qui fait que dans tous les cas, la tension devenait de plus en plus parce que c'est une chose, l'aspect sportif, d'être dans l'incertitude,
Mais quand en plus vous êtes à la maison et que ça devient difficile, alors là, forcément, c'est un autre. Je veux dire, c'est l'animal en vous qui ressort et donc certains joueurs commencent à avoir encore plus difficile que d'autres. Et là, par exemple, vous faites quoi de vos journées? Vous vous entraînez plus? Chacun individuellement, on continue à s'entraîner, on est obligé. Si on espère retrouver un club, et rien que pour nous, pour notre forme, on continue à s'entraîner, mais on ne s'entraîne plus au club. Donc chacun, on continue à aller s'entraîner soit ailleurs, soit dans des salles de sport, ou du coup, on repaye nous-mêmes des abonnements pour aller s'entraîner. Mais voilà, ça fait partie de la vie de footballeur, malheureusement. Et donc les journées continuent à être occupées, pas avec des entraînements collectifs, mais avec des entraînements individuels. Vous déprimez pas? Comme je disais, c'est fatigant mentalement. Mais après, le foot, ça reste un sport collectif que j'aime bien dire le plus individuel. Et maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Chacun va devoir trouver une porte de sortie pour aller ailleurs et trouver quelque chose qui lui convient. Donc j'ai envie de dire qu'il y a des joueurs qui seront plus malheureux que d'autres, il y en a qui retrouveront plus facilement que d'autres. Et je ne déprime pas parce que heureusement, je reste sur 2 très bonnes saisons et donc j'ai très bonne confiance qu'il y a une bonne opportunité qui va se présenter à moi. Mais je pense que si j'étais dans une situation où mes 2 dernières saisons n'avaient pas été top et si je n'étais pas sûr de retrouver quelque chose, je crois que mentalement, ce serait beaucoup plus difficile. Et donc vous allez rebondir? Je l'espère, mais je pense, franchement, ça me paraîtrait très bizarre de ne pas retrouver quelque chose après les bonnes saisons que j'ai jouées. Cela dit, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que ce club a vécu sur une échelle beaucoup trop grande. On parlait de contrats à 20 000 € le mois, c'est vrai? C'est vrai que les clubs, que les salaires sont beaucoup trop grands Oui, pour la combien, D1B. vous? Je ne vais pas le dire à la caméra quand même. Si vous voulez. Non, mais c'est vrai que les salaires sont beaucoup trop grands par rapport à la D1B. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai, je gagnais mieux ma vie ici qu'à Charleroi. Mais en même temps, je suis un joueur, je pense que j'étais le joueur avec le plus gros ou un des plus gros du club, je pense le plus gros. Mais voilà, je sors de bonnes saisons et c'est vrai que oui, le club vivait au-dessus de ses moyens et c'est un problème. Mais comme je dis, souvent dans ces clubs-là en D1B où il n'y a pas de public, où il y a beaucoup de concurrence aux alentours, comment est-ce que vous voulez attirer des joueurs autrement que comme ça? Donc si vous voulez faire une équipe pour monter, ce qui était le projet des gens de Singapour, ils étaient obligés d'attirer des joueurs, ils voulaient bâtir une équipe pour monter, et donc forcément c'était leur seul moyen de négociation. Donc voilà, moi j'ai re-signé 2 fois en même temps, donc quand je suis arrivé, j'avais pas la même chose. Et voilà, mais bon, vous savez, c'est beaucoup comme ça. On n'est pas la seule équipe en D1B. Il y a beaucoup d'équipes qui payent des salaires bien supérieurs aussi à ceux de la D1A. Et donc, je pense que c'est le système qui est mal fait parce que les droits TV sont beaucoup trop faibles que pour pouvoir en vivre en D1B. Donc, si on veut vivre correctement en D1B, il faut donner des salaires comme un travailleur normal et avoir une équipe limitée, un nombre d'employés limité aussi. Et le problème à Dane, c'est qu'il y avait beaucoup trop de joueurs, beaucoup trop d'employés, un staff beaucoup trop gros. Et donc, allez, si on ajoute à ça le fait qu'il n'y ait aucun supporter et qu'il y ait beaucoup trop de gros clubs concurrents aux alentours, par là je veux dire Gand est à 15 minutes, Bruges est à 30 minutes, Zulte est à 15 minutes, Courtrai est à 25 minutes. Qui vous voulez qui soit supporter de Danes alors que tous ces gros clubs-là sont aux alentours? C'est vraiment difficile. Donc il n'y a presque aucune rentrée financière dans le club. Par contre, les sorties sont beaucoup trop grandes, oui. Mais ça, vous le dites aujourd'hui, mais effectivement, on comprend parfaitement qu'on vous présente un contrat intéressant, vous le signez. Mais donc ça veut dire, ce que vous dites là, c'est que c'était écrit d'avance que ce club allait se casser la gueule, il vous voyait trop grand. Écrit d'avance, non, parce que ce n'est pas le seul, comme je dis. Donc il y en a beaucoup en D1B. Mais donc vous dites qu'en D1B, on paye plus les joueurs qu'en D1A dans la plupart des clubs? Certaines équipes, oui. Et comment on explique ça? Parce que, comme je dis, en D1B, c'est le seul moyen de négociation pour attirer des joueurs de qualité. Si vous avez un joueur qui peut aller en D1 ou en D1B, il va toujours vouloir aller en D1A, alors que le seul moyen de négociation, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de rentrée pour financer ça. C'est ça le problème. Mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la D1B, il n'y a presque plus aucun Belge. Si on regarde les propriétaires de clubs en D1B, il n'y en a presque plus aucun des Belges. Je pense que les seuls où ils sont encore belges, c'est le Lierse. Mais quand je dis personne ne veut aller au Lierse,
les seuls qui veulent aller au LIRS, c'est ceux qui veulent se donner une chance de vivre dans le monde professionnel, mais qui n'ont pas le choix que d'aller au LIRS. Et si Daines était monté, parce que finalement ça s'est joué à peu de choses, est-ce que vous pensez qu'on n'en serait pas là aujourd'hui? On n'en serait pas là. Et je pense que c'est là le point de départ des problèmes pour ce club, parce qu'en D1A, les droits TV sont différents. On peut, même en termes commerciaux, on peut négocier beaucoup mieux avec des sponsors. Là, quel sponsor veut venir sponsoriser un club comme Daines? Personne ne le regarde. Donc c'est compliqué, même pour les gens. Et après, deuxième chose, le club a été mal géré. Pourquoi? Parce qu'on cherchait des sponsors. Il y avait un directeur commercial. On ne trouvait pas assez de sponsors. On a engagé un deuxième commercial. On n'en trouvait toujours pas assez. On a engagé un troisième commercial. Mais c'est tout des sorties, mais il n'y a aucune rentrée. Et donc, tout ça ajouté l'un à la suite de l'autre, ça fait qu'on pouvait sentir qu'en tout cas, ça ne sentait pas bon. Mais ce que je dis, si on était monté en D1A, c'est une toute autre histoire pour moi. Et tout ça commence le jour où on vire Marc Grosjean. C'est-à-dire? L'année dernière, donc on était bien occupés, on avait Marc Grosjean, et puis ils l'ont viré pour des raisons qu'on n'a jamais su. Il avait un lien super avec le groupe, avec quasiment la totalité des joueurs. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours 4-5 joueurs dans une équipe ceux qui ne jouent pas, qui ont un lien plus difficile avec le coach, mais franchement, dans un groupe de 26-27, à n'en avoir que 4-5 qui n'aiment pas un coach, c'est un miracle. Et il a été viré, je ne sais pas pourquoi. Et Vraiment? on est tous convaincus que s'il était resté, on serait monté. Ouais. Et vous ne connaissez pas les raisons, non? On a toujours voulu les savoir, mais on ne les a jamais su. Il s'était fait virer après une victoire 3-1 chez les jeunes d'Anderlecht. Et je me rappelle encore, j'étais ici. On avait le premier entraînement après ce match-là. Et on m'envoie un message pour me dire « c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait à Marc. Et je dis « Quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ?»« Ah, t'es pas au courant, ils l'ont viré. » Et du coup, je dis « Tu rigoles. Tu rigoles. » Et du coup, après, le team manager a envoyé un message pour dire rendez-vous plus tôt, sans expliquer, sans dire pourquoi. Et je suis allé au foot et j'ai vu que c'était vrai, qu'il était vraiment viré. Donc après, quand je suis arrivé, j'étais le premier au club. Tous les joueurs qui sont arrivés m'ont demandé « Écoute Gaëtan, comment ça se fait qu'on doit venir plus tôt ?» J'ai dit « Le coach est viré. » Ils m'ont dit « T'es marrant, allez, dis-moi la vérité, pourquoi on doit venir plus tôt ?» J'ai dit « Mais je vous jure, c'est pas une blague, il est viré. » Et donc je pense que ça, c'est le point de démarrage. Après, on ne le saura jamais. Mais je pense vraiment que s'il était resté, on serait monté. Et si on était monté, il n'y aurait pas tout ce problème. Ouais, de manière générale, c'est D2 qui appartient à des repreneurs étrangers qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent, qui ne savent pas forcément gérer. Vous en voulez aujourd'hui à qui? Aux dirigeants, à la fédération qui ne cadre pas les choses? Ce football belge, il est organisé comment finalement? Je pense que ce sera la partie la plus importante et celle que je voudrais qu'on retienne de cet entretien, c'est qu'il y a deux personnes à qui j'en veux en fait. Enfin, deux personnes. D'abord, c'est les licences, de comment est-ce qu'on peut accorder une licence aujourd'hui à un club qui ne peut pas prouver qu'il peut assumer l'entièreté d'une saison. Pour moi, tout club pro belge devrait en début d'année pouvoir prouver, tiens voilà, mon budget c'est X millions par an, j'ai les X millions bloqués sur un compte, de sorte à ce que la saison elle soit terminée jusqu'au bout. Et en fin d'année, si l'investisseur il a envie d'arrêter parce qu'il a trop perdu, il n'y a pas de problème. Il se retire du club et il s'en va, et le club a le temps d'être pris et ça ne fausse pas tout un championnat. Ici, c'est vraiment dommage qu'après seulement, on n'est même pas au mois de janvier et le championnat est déjà faussé. Et ça fait 2 semaines que le club joue avec des moins 21. Ça fait des mois qu'on joue, mais dans l'incertitude sans savoir si on jouera la semaine d'après. Donc ça fausse tout un championnat. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je reproche, c'est quand il y a un repreneur qui reprend un club, comment est-ce possible de ne pas vérifier la solvabilité du repreneur? Parce qu'aujourd'hui, il y a un repreneur qui est venu à Daines. On s'est tous dit, super, la situation est réglée. Et en fait, 1 mois et demi plus tard, il n'y a rien du tout qui est sauvé pour le moment. Il n'y a toujours pas un euro qui a été injecté dans le club. Alors aujourd'hui, ça veut dire que ce repreneur, en fait, il n'a pas d'argent. Donc comment est-ce possible de pouvoir acheter un club si je ne peux pas prouver que j'ai de l'argent? Quand toujours j'utilise cette métaphore, mais ça paraît évident que si demain j'ai envie d'aller acheter une maison, et que je vais à la banque, le banquier me demande si je suis solvable pour pouvoir me prêter de l'argent pour acheter ma maison. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas si logique aussi quand on reprend un club de foot? Ça, je me le demande. Parce que ça veut dire que cette personne, sous prétexte que le club était à vendre pour 1 euro, a dit « Ok, moi je peux l'acheter ». Mais en fait, tout le monde ici, on aurait tous pu acheter le club. Et après, on se débrouille pour essayer de trouver quelqu'un qui va vraiment mettre de l'argent. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a toujours personne qui l'a mis. Et donc,
Les joueurs, ils sont toujours dans la même situation, voire pire, parce qu'on perd du temps de plus en plus chaque semaine, chaque mois. Et au final, voilà, il n'y a rien qui bouge. Ouais, et qui est-ce qui pourrait mieux protéger les joueurs aussi? Je veux dire, est-ce que les joueurs sont suffisamment syndicalisés, sont suffisamment informés? Est-ce que les agents ont un rôle à jouer aussi? Est-ce que chacun joue son rôle? Bah, en tout cas, il y a un syndicat des joueurs, oui. Donc, on a pu avoir. Ils nous ont aidés, ils nous ont dit les procédures à suivre pour se libérer, parce qu'en réalité, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Hein. C'est le seul contrôle qu'on a sur la situation. Le reste, à part avoir de l'espoir et attendre, on n'avait rien à faire. Donc, c'est pour ça, nous, on était impuissants par rapport à cette situation. On attendait, on écoutait, on croyait et on croyait. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Donc, on nous disait, ça va venir, ça va se régler, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Donc on jouait, on s'entraînait, on faisait normalement en fait, la vie passait normalement et on disait rien, on se taisait, on faisait en sorte que l'image du club reste la meilleure possible pour essayer de trouver une solution. Mais quand on se rend compte qu'au final, tout ce qu'on nous dit, ça a l'air d'être plus du charabia qu'autre chose, bah, voilà, forcément à un moment donné, la patience, elle sature et on agit. Et est-ce qu'il y a aussi une culture de solidarité suffisante entre les joueurs eux-mêmes, ou bien chacun finalement, comme vous disiez tout à l'heure, chacun fait son chemin? Est-ce qu'il y a une base pour créer justement un vrai contrepoids des joueurs? On a essayé en tout cas, et je dois dire que le groupe a été très bien entre nous. On a tout fait, on a continué à être ensemble, à être unis, à être soudés, à prendre des décisions collectives, alors que c'est très très difficile, voire impossible d'avoir des décisions à l'unanimité. À la fin, du coup, c'est ça que je dis, que des tensions commencent à naître, parce que plus la situation avance, plus les gens sont dans les problèmes, plus c'est difficile d'accepter la décision collective. Et donc, on faisait souvent des votes, hein, parce qu'au final... Et vous, comme capitaine, vous étiez aussi souvent au milieu du jeu, j'imagine? Ah, j'étais au milieu du jeu de qui, moi, hein? Moi, je devais essayer de convaincre l'entièreté des joueurs, l'entièreté du groupe, mais aussi d'être le lien entre les joueurs et la direction, la nouvelle direction, le nouveau directeur sportif, les nouvelles personnes qui ont repris le club. Et donc moi j'étais le messager dans les deux sens, plus avec le staff, et je devais toujours essayer d'avoir gain de cause pour de trouver un deal gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais dans cette situation-là, je peux dire que je me suis creusé la tête plus d'une fois. Hein. Ouais. Ben, finalement, on n'a pas tiré les leçons des multiples épisodes Moucron, avec, vous le dites, hein, ces problèmes de licence, de fédération. Est-ce que le modèle du foot n'est pas finalement construit un petit peu sur une bulle creuse, avec des droits télé qui peuvent aussi s'évaporer, on l'a vu à l'époque du Covid aussi, et que finalement, tout ce modèle peut s'écrouler très très vite? Oui, c'est ce que je pense, et c'est là où c'est vrai, je trouve que la situation est un peu délicate, parce que, en fait, qui dit investisseur étranger dit risque de se retirer à tout moment, et donc des faillites. Et c'est pour ça que j'aimerais que l'argent soit bloqué pendant toute l'année pour éviter ces faillites, et que si l'investisseur veut se retirer, il peut le faire seulement en fin de saison. Mais d'un autre côté, il n'y a plus d'investisseurs belges qui veulent investir dans le foot, dans la D1B, parce que ce n'est pas rentable et ils perdent de l'argent chaque année. Donc d'un autre côté, on a besoin de ces investisseurs étrangers pour faire vivre le foot belge. Donc je me mets à la place des gens à l'Union belge, je ne sais pas sur quel pied danser, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, tant pis, je continue les faillites à répétition chaque année, mais je continue à avoir du foot pro attractif, ou est-ce que j'arrête les investisseurs étrangers? Mais dans ce cas-là, ça va faire tout drôle à beaucoup de monde, parce que je veux dire, on va un petit peu révolutionner le foot en marchant sur un système comme il se passe en réalité à Charleroi. Parce qu'avec mon expérience, moi j'ai eu la chance de voir un bon élève pendant des années quand j'étais à Charleroi. Et je pense que c'est la seule façon possible d'être rentable dans le foot belge, hormis de s'appeler Club de Bruges, Genk, et d'avoir des centres de formation exceptionnels où on fait de la vente de joueurs. Mais le reste, je pense que beaucoup vivent malheureusement, et heureusement pour les joueurs, malheureusement pour les clubs, au-dessus de leurs moyens, parce qu'on veut toujours, c'est le foot moderne, hein, quand on voit les prix des transferts dans le monde, c'est devenu ridicule. Mais du coup, voilà, c'est le monde du foot, qu'aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens, et donc forcément, c'est un risque que ça arrive de plus en plus, je pense, d'où la nécessité vraiment de pouvoir prouver que quand on commence une saison, on puisse la terminer. Vous pensez justement qu'on va en arriver un jour à ce discours raisonnable qui est de dire vivons au niveau des moyens, ou bien on va tout le temps aller vers la surenchère en fait?
Je pense que c'est nécessaire parce que même pour l'image du foot belge, il y a 2 ans c'est Moucron, l'année dernière c'est Ostende, aujourd'hui c'est Daines. En fait, la question c'est même pas de savoir ce que ça va encore se passer. La question est de savoir c'est qui le prochain. Parce que si on ne modifie pas les règles, c'est sûr que ça va encore se passer. C'est certain. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y en a peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, quelles leçons on en a tirées après Moucron et Ostende. J'aurais envie de dire aucune, puisque aujourd'hui on est exactement dans la même situation. Alors est-ce que c'est possible de tirer des leçons et de modifier ces règles-là, ou est-ce que c'est impossible? Alors là, ce serait juste peut-être bien de l'expliquer aux joueurs, parce que aujourd'hui, comme je dis, s'il y a une chose à quoi cette faillite peut servir, c'est peut-être éviter que d'autres en passent, parce qu'on n'est pas les seules victimes dans cette affaire. Il y a les gens, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup, il y a les supporters de Daines, il y a les gens qui viennent chaque jour, et ceux à qui je pense et à qui ça me fait le plus mal, c'est tous ces petits jeunes qui viennent jouer et qui ont un rêve de devenir footballeur professionnel, qui n'ont rien demandé, pour qui le foot, pour eux, ça représente juste du plaisir, et qui vont devoir, si le club disparaît, retrouver une équipe sans savoir où ils vont pouvoir aller jouer. Ouais. En même temps, vous avez 29 ans, vous ne tombez pas de la dernière pluie, vous avez quoi, 150 matchs en D1. Le monde du foot, on le connaît. Est-ce que c'est pire que ce que vous l'aviez imaginé? Est-ce que le côté pourri, le côté enfumeur, on vous raconte n'importe quoi? Est-ce que vous êtes vraiment surpris? C'est vraiment pire que prévu? En fait, je dois dire, il ne faut pas non plus tout dramatiser. C'est la première fois que ça m'arrive. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu de problème. Donc le foot était très bien jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que ça continue d'arriver et ça peut continuer d'arriver. Donc, est-ce que c'est un monde pourri? Non, je ne dirais pas ça. Le foot est un monde où, quand c'est bien géré, quand c'est bien réglé, il ne se passe aucun problème et il fait bon vivre. Le foot, ça rassemble. Le foot, ça procure des émotions. Donc, pour moi, je n'irai pas jusque-là à dramatiser tout. Forcément, c'est un monde qui devient de plus en plus du business, ça oui. On en perd de sa beauté, de sa spontanéité, et dans tous les sens, hein, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau même du jeu. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que je trouve parfois c'est de moins en moins amusant de regarder du foot à la télé, parce que ça devient de plus en plus tactique, à regarder tous les datas et tout le tralala. Et c'est un truc que j'aime pas, quoi. Parfois, j'aurais vraiment adoré jouer au foot il y a 20 ans et qu'on était, voilà, on se concentrait sur l'essentiel, quoi, le foot. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se concentre sur trop de choses qui sont parfois, à mon goût, pas essentielles. Et justement, on va parler foot alors. Vous avez passé donc 4 ans, 3 ans en D1B. Le foot en D1B, alors finalement, c'était chouette ou pas? Pour moi, je l'ai vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que les 2 dernières années à Charleroi ont été difficiles. Je ne jouais plus. Et à ce moment-là, il ne fallait plus me parler de foot, vraiment. C'était devenu très compliqué. Et donc, mon objectif premier, quand j'étais revenu ici, c'était vraiment de reprendre du plaisir. Donc, à ce niveau-là, plaisir retrouvé, plus que retrouvé. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que du foot, vraiment. Même dans un stade vide? Même dans un stade vide. L'ambiance, l'environnement, tout ce qui tourne autour, c'est la grande différence entre la D1 et la D1B. Parce qu'honnêtement, en termes de qualité de jeu, je suis sûr que pas mal d'équipes de D1B peuvent jouer en D1 sans aucun problème. On le voit cette année, même avec, je vais prendre l'exemple extrême, c'est Dender qui est monté, qui a une équipe, allez, quand même similaire à l'année dernière. Forcément, il y a eu des transferts, il y a des nouveaux joueurs, mais ce n'est pas des joueurs que les gens qui regardent la D1 connaissent. Et ils s'en sortent très très bien. Ça veut dire qu'il y a un tassement global, un nivellement vers le bas, ou c'est la D1B qui monte de niveau? Je pense que la D1B est aussi montée de niveau par tous ces clubs qui sont descendus de qualité. Il y a quand même des gros clubs qui ont beaucoup d'historique en D1 qui sont aujourd'hui en D1B. Plus, du coup, comme je l'explique, avec ces capacités financières, quand je dis capacité, en réalité, est-ce qu'ils ont la capacité, oui ou non? Quand on paye. On n'en sait rien quand on paye, mais avec toute cette capacité financière, forcément, ça attire de bons joueurs aussi. Et donc, forcément, le niveau de la D1B, c'est aussi élevé. Il y a vraiment les tops équipes de D1A où là, la différence est prononcée. Mais pour le reste, vraiment, la grande différence que j'ai toujours dite, c'est l'environnement. C'est les stades, l'ambiance, les supporters, la médiatisation. Mais pour le reste, franchement, la différence n'est pas si énorme. Vous avez encore facilement votre place en D1A? Il faudrait que j'y joue pour le voir, hein. Mais en tout cas, je suis convaincu que je peux encore jouer en D1A. Oui.
Alors c'est l'espoir ou c'est l'espoir d'aller voir ailleurs? Aujourd'hui, de toute façon, je dois aller voir ailleurs, hein. Je suis un joueur Et donc libre. à l'étranger. J'aimerais bien faire une expérience à l'étranger. Je ne l'ai jamais caché parce que j'y suis jamais allé. Donc avec la famille, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien expérimenter. Mais d'un autre côté, quand j'étais revenu à Deinze aussi, c'était dans l'espoir de repasser le palier et de retourner assez vite en D1A. Donc aujourd'hui, si j'ai l'opportunité et que c'est quelque chose qui me convient de retourner en D1A, je le ferai avec plaisir. Maintenant, pour les clubs, c'est une opportunité. Tous ces joueurs qui deviennent libres, vous ne coûtez rien, vous n'avez jamais coûté aussi peu cher, on va dire. Donc tout le monde s'ouvre à vous. C'est ça, les clubs aujourd'hui ils cherchent beaucoup ça, des joueurs gratuits, le risque est limité, ils n'ont rien à perdre, hormis de payer le salaire, mais ils n'ont aucun frais de transfert. Et donc forcément, c'est là que je dis que pour certains ce sera une opportunité, pour d'autres qui ont moins joué, ce sera peut-être plus compliqué. Mais comme je disais, vu les belles saisons que j'ai jouées les années précédentes, en tout cas, à l'intérieur de moi, je vois vraiment ça comme une opportunité. Alors, vous, priorité aux défis sportifs ou financiers pour vous? Ça dépendra de ce qui se passe, mais je veux pas faire la fine bouche comme on aime bien faire dans le foot. Moi, j'aime bien dire les choses comme elles le sont. J'approche aussi 30 ans et je vais dire les choses très platement. Si on me propose un défi sportif plus intéressant en D1A, mais que dans tous les cas, voilà, ça va pas changer grand-chose à ma vie, mais un contrat 2 fois plus intéressant en D1B et où je vais jouer chaque semaine pour gagner, croyez-moi, je vais aller en D1B. Hein. Je ne vais pas faire la fine bouche. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que les footballeurs pensent. Très peu osent le dire, mais je crois que ça paraît totalement logique. Si j'avais 21 ans, je ne vous parlerais pas de la même façon. Mais à mon âge aujourd'hui, forcément que c'est là. Je réfléchis d'une autre manière qu'un petit jeune. Mais quand un joueur dit donc, quand moi je décide en fonction, mon défi, en fonction des titres que je peux gagner, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a très peu on peut croire que c'est vrai, mais honnêtement, je pense que si le joueur il vous parle au fond de lui, entre gagner le titre et pouvoir dire dans 20 ans, vous savez, j'ai gagné ce titre-là, ou dans 20 ans pouvoir, en tout cas, je ne dis pas plus travailler, mais être plus serein dans sa vie de tous les jours, je crois que la majorité des joueurs, ils préfèrent être plus sereins dans leur vie de tous les jours. Mais voilà, je préfère peser mes mots et dire plus serein dans la vie de tous les jours parce que je n'aime pas aussi l'image que le foot a où tous les gens pensent que les footballeurs gagnent des sommes astronomiques parce qu'en Belgique, ce n'est pas du tout le cas. Donc j'aimerais que cette idée aussi soit plus popularisée et que les gens arrêtent de croire que même en D1A, que les salaires sont faramineux parce que c'est loin d'être le cas. Oui. À partir de quel âge vous avez commencé à penser à l'argent dans le football? En fait, très tôt, dès que j'ai commencé, mais quand je dis l'argent, en fait, c'est pas gagner vraiment de l'argent parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais eu des contrats exceptionnels. Donc voilà, mais plutôt à placer mon argent très tôt, très tôt. Dès que j'ai gagné mes premiers euros, avec un contrat semi-professionnel à Genk, j'ai tout mis de côté pour acheter un appartement. Et le jour où j'ai eu assez pour payer mes frais de l'appartement, j'ai acheté mon appartement et je suis retombé à zéro sur mon compte. Donc en fait, très tôt. Et à partir de quel âge vous avez, vous vous êtes rendu compte que avant cet âge-là, vous jouiez au foot par pur plaisir et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait dans votre équipe des types qui finalement étaient plus intéressés par la prime de match. À partir de quel moment le football passion a changé dans votre tête? Pouah. Je pense que, en fait, passion, quand on est footballeur professionnel, je vais comparer quand j'étais à Charleroi et quand je suis ici. Le fait que je joue, allez, les 2 dernières années, parce qu'avec Felice Mazou, j'avais quand même beaucoup joué, donc là c'était différent, mais quand je jouais plus, c'était la seule chose qui me réconsolait. Parce qu'à Charleroi, c'était un système où tout le monde était gagnant et c'était la seule chose qui me réconsolait. Mais j'avais plus de passion. Je jouais plus. Je savais que j'allais m'échauffer, que j'allais pas monter. Là, c'était un métier, vraiment un métier. Aujourd'hui, quand je vais au foot, c'est un peu différent maintenant avec la situation, mais je veux prendre la période Marc Grosjean que j'ai eue. J'ai jamais autant apprécié aller au foot. J'adorais y aller et là, j'avais vraiment la passion d'y aller. Et là, on vous aurait dit, tu ne gagnes pas aujourd'hui, il y aurait eu le même plaisir. Oui, après, j'ai envie de dire tout est lié hein, quand on est footballeur, parce que quand on commence à perdre, on l'a mauvaise, surtout quand on est mauvais perdant comme je peux l'être. Mais donc tout est lié.
Mais j'adorais aller au foot, je prenais énormément de plaisir. J'ai tout, pas sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Alors que dans des situations comme ça, il y en a beaucoup qui vont au foot, mais vraiment beaucoup, pas par plaisir, hein, parce que c'est un métier comme beaucoup, quoi. Qu'est-ce que vous préférez justement dans le foot? Le kiff absolu, c'est quoi? C'est comme ma période avec Marc Grosjean, c'est que je vais au foot, je sais que le groupe est top et on va rigoler en dehors du terrain pendant le petit-déj entre nous, on va rigoler en salle, on va travailler, mais ça va être marrant avec la bonne ambiance. Et que sur le terrain, on travaille sérieusement. Et puis qu'en dehors du terrain, la vie est belle. En fait, la simplicité, j'ai pas besoin de grand-chose, hein, mais juste une bonne ambiance, de l'humain. De l'humain, ça j'en ai besoin aujourd'hui. Parce que c'est ça que je disais, quand aujourd'hui le foot devient de plus en plus tactique, c'est qu'on en oublie. En fait, quand j'ai quelqu'un qui me parle au foot, que de foot, ça m'énerve. J'ai besoin d'avoir un rapport humain et de pouvoir discuter et de pouvoir parler d'autres choses de foot. Et là je suis content. Mais bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est de plus en plus tactique, on est de plus en plus surtout data, tout le tralala. Et donc voilà, mais quand je vais au foot, ma période avec Grosjean, comme je le redis, j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Et donc c'est vraiment l'idée du partage, du collectif, plus que l'activité sportive en elle-même finalement. Ouais, l'activité sportive, c'est la base, c'est ce qu'on fait depuis tout petit, qu'on Mais je veux aime. dire, vous ne feriez Mais pas un pour sport moi, individuel. Pour vous, l'ambiance de vestiaire, c'est vraiment la base du football. oui, oui, oui. Mais après, ça reste quand même le terrain qui est le plus important, hein. La preuve, c'est qu'à Charleroi, il fallait plus me parler de foot. Pourquoi? Parce que je jouais pas, alors que le groupe était exceptionnel. Ici, à Daines, pourquoi je me sens si bien? Parce que je sais que chaque semaine, je jouais quoi qu'il arrive et que voilà, que ça se passait très bien. J'avais la confiance de tout le monde, j'étais aimé de tout le monde. J'avais pas à réfléchir, tiens, si je joue mal, si je fais deux trucs de mal pendant le match, est-ce que je vais jouer la semaine prochaine? Non, donc la base, c'est quand même le terrain. Et après, ce qui fait qu'on l'aime avec passion, oui ou non, c'est est-ce qu'on joue, est-ce qu'on joue pas? Et puis dans le groupe, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on vit pas bien? Des amis pour la vie dans le foot, c'est possible ou bien comme vous êtes tous des passants, d'un club à l'autre, on se perd de vue? Eh ben, avant Charleroi, je pensais qu'on se perdait de vue. Depuis Charleroi, je dirais amis pour la vie. Qui? Je reste très fort en contact avec Marco Ilemaritra, avec Massimo Bruno, qui maintenant habite à un quart d'heure de chez moi et on se voit chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Et je suis aussi très proche de Joris Kayembe. Et puis j'ai gardé des contacts avec que des gens de Charleroi en fait, avec David Enen, Maxime Buzy, mais vraiment très très proche. Je dirais Marco Ilemaritra et Massimo Bruno. Ce que vous détestez dans l'absolu dans le foot, si vous pouvez supprimer tout de suite, c'est quoi? Les data. À ce point-là. À ce point-là, je déteste. En fait, Pourtant, vous êtes une machine sur le terrain, vous, hein, vous êtes le roi du oui, niveau 2 max. oui, oui, mais bon, pour moi l'essentiel. Vous êtes content de savoir que vous avez 13 km après un match. Et pourquoi faire si je joue mal? Je préfère en courir 11 et être super bon qu'en courir 13 et être nul. Donc en fait, je trouve que d'être contrôlé partout comme ça nous fait se concentrer sur des choses qu'on ne devrait pas. Quand à l'époque, on savait voir avec nos yeux si on était bon, si on n'était pas bon, et c'était ça l'essentiel. Aujourd'hui, vous savez, après les matchs, on met dans le vestiaire combien de kilomètres on a couru, combien de mètres à telle vitesse, combien de mètres à telle vitesse. Mais au final, est-ce que ça a vraiment une importance? Est-ce que c'est pas aussi pour créer des fonctions qui du coup deviennent inutiles dans le football, des staffs XXL, et que finalement ça donne au football cette image quasiment de science qui évolue vers de plus en plus de performance, alors qu'en fait le nœud reste le même? Ben, est-ce que c'est pour créer ça, je ne sais pas. Mais est-ce que du coup ça crée beaucoup de postes? Oui, ça oui. Parce que je peux le dire, même ici à Daines, on avait 3 coachs physiques. Un pour les blessés, qui devait faire la réhabilitation des blessés, un pour les datas et un sur le terrain. Alors qu'avant, moi j'en ai toujours eu qu'un par club. Et là, il y en avait 3. Donc est-ce que ça crée des postes? Oui, oui, ça crée des postes et on regarde tout et on crée des trucs. Mais en fait, le problème, c'est ce que je disais tout le temps. Ça ne crée pas des gains à la marge parce qu'on dit tout le temps qu'effectivement la plus-value ça vient dans les petites innovations. Est-ce que vous ne vous sentez pas meilleur avec un encadrement pareil qu'il y a 10 ans? C'est difficile à dire parce que c'est vrai que Il y a 40 personnellement, ans, il y avait un coach et un entraîneur adjoint, ils faisaient tout, hein. mais c'est vrai que personnellement, j'ai eu ma meilleure période sportive de ma carrière à Daines. Donc voilà, mais est-ce que je pense que c'est à cause de tout ça, grâce à tout ça? Franchement, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est comment moi je me sentais, le fait de me sentir adoré et apprécié comme je l'étais, le fait de savoir que c'était un club où, entre guillemets,
J'avais beaucoup d'importance et beaucoup de poids dans les décisions. Le fait que enfin, c'est tout ça pour moi qui a beaucoup plus d'importance que de savoir vraiment ce que je devais faire, quoi. On avait des séances de gym tout le temps avant l'entraînement. Franchement, ça aussi, je déteste, quoi. Je déteste. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc, il faut faire. Ben, en fait, chacun connaît son corps. Alors, peut-être pas quand on a 18 ans, ça, je suis d'accord. Mais après, il y a des joueurs qui connaissent leur corps et ils savent mieux comment ils doivent gérer, quoi. Donc, moi, je suis beaucoup plus pour l'autonomie que pour forcer à chacun à faire ce qu'il doit faire. Mais le problème avec l'autonomie, c'est qu'on ne sait jamais qui va faire quoi. Et donc, c'est compliqué de la laisser entièrement à 100%. Vous disiez que vous étiez adoré à Daines, ça se marquait par quoi? Oh, de un, je l'ai remarqué et j'étais très surpris, c'est quand je suis arrivé dans ce club, la façon dont on me regardait, parce que moi j'arrivais, entre guillemets, la queue entre les jambes, comme quelqu'un qui avait plus joué depuis 2 ans. Et en fait, eux, ils me regardaient comme quelqu'un qui venait de D1, waouh, il vient à Daines. Donc là, c'est la première chose qui m'a. Je me suis dit, waouh, ça change de mon passage à Charleroi. Du respect que tous les joueurs me témoignaient, de l'importance qu'ils me témoignaient. Après, forcément, je suis devenu capitaine, donc j'ai pris une place encore plus importante. Et puis, des coachs, de la direction, parce que j'ai des anecdotes quand même un peu parfois marrantes, je ne sais pas si je dois les dire ou pas. Allez, une au moins. Mais une, c'est que parfois, je me suis pris une fois la tête avec un coach, je ne dirai pas son nom, mais je me suis pris une fois la tête avec un coach. Et après ça, j'ai été convoqué la semaine par le directeur sportif. Et je m'étais dit, bon, il va me dire, Gaëtan, en tant que capitaine, c'est peut-être pas très bien ta réaction, il faut que tu montres l'exemple. Et voilà, donc je m'étais préparé à aller au rendez-vous avec le directeur sportif pour recevoir une petite remontrance. Et en fait, quand je suis arrivé au rendez-vous avec le directeur sportif, il m'a demandé ce qui s'était passé, je lui ai raconté. Et à ma surprise, il m'a dit, ok, t'inquiète pas, je vais lui en parler, mais ça n'arrivera plus jamais. Et je me suis dit, tiens, en fait. C'est vous le patron? Je me suis dit, ben, en tout cas, je suis très apprécié, je vais le dire comme ça. Et l'entraîneur était viré? Non, non, il ne s'est pas fait virer, ça non. Mais après ça, tout était réglé et tout est rentré dans l'ordre. Je suis quelqu'un, franchement, qui aime beaucoup discuter, donc je suis très. Avant, je ne l'étais pas, mais c'est ce que j'ai peut-être le plus appris en étant indien, c'est de parler et de dire ce que je pense sans retenue, avec respect. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire dans le foot. Il y a beaucoup de langue de bois où on a peur de dire ce qu'on pense parce qu'on pense trop à la suite, on pense à sa place, on pense à plein de choses. Et c'est beaucoup ce qui m'a libéré à Dane, c'est que le fait de savoir que j'allais jouer, je n'avais pas peur de dire ce que je pensais et je disais tout ce que je pensais à tout le monde en fait, hein, que ce soit au coach, au directeur sportif, aux joueurs. Et je crois que c'était une bonne expérience qui m'a montré que c'est la meilleure des choses à faire. Toujours dit ce qu'on pense, ça vous est jamais revenu dans la gueule? En tout cas à Dane, non. C'est la première fois où je l'ai vraiment fait. Donc voilà, et au pire des cas, je pense que c'est nous, en tant que joueurs, on doit être prêt à en assumer les conséquences, si je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, je préfère dire ce que je pense et avec respect, encore une fois. Hein, dire ce que je pense, ça ne veut pas dire être une grande gueule. Hein, ça veut juste dire les choses telles qu'elles le sont, sans avoir peur d'être mis sur le côté ou quoi que ce soit. Et parfois, c'est même pour faire avancer. Et je pense que de temps en temps, les choses n'avancent pas assez parce qu'il n'y a pas assez de monde qui ose parler. Je vais prendre un exemple concret. Dans cette situation dans laquelle on était, entre joueurs, on parlait beaucoup, on avait beaucoup de choses à dire, mais après, quand on avait des meetings avec les responsables, il y avait très peu qui parlaient. Hein. Très peu qui parlaient. Et dès que le meeting était fini, ah oui, mais et ça, et ça, et ça, et ça. Ah, mais il fallait le demander, il était juste là. Et donc, c'est là que je dis que si on avait un peu plus de personnalité, de caractère dans le respect, les choses pourraient parfois avancer plus vite. Mais le monde du foot l'accepterait ça, les clubs, les dirigeants? Ça, j'en suis pas sûr. Ça, j'en suis pas sûr parce que si on en revient à la situation de Daines aujourd'hui, il y a plein de choses qui étaient bizarres quand on reprend par la suite. Mais si on avait posé des questions plus indiscrètes, par exemple, il a toujours dit que l'argent allait arriver, on lui demandait d'où il allait arriver, on n'a jamais eu de réponse. Soi-disant, ça devait rester confidentiel. Mais donc, si on poussait, on n'avait pas les réponses. Et donc, entre nous, on arrêtait, on disait « Ah, ok ». Et puis, quand le meeting était fini, c'était « Ah, ben, il vient d'où l'argent ?» Ouais, mais il fallait pousser un peu plus. Mais on n'ose pas pousser parce qu'on a peur justement des réactions. Mais là, on en était arrivé à une situation où on n'avait plus peur de rien parce qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc, on posait les questions et lui savait qu'il allait devoir prouver ses dires. Et donc, en fait, on n'avait plus de contact avec la direction parce que vaut mieux fuir et rien dire que dire n'importe quoi.
On reparle foot, le foot en D1 alors. Aujourd'hui, la D1, vous en pensez quoi, le foot qu'on voit cette saison? Ben, j'en pense que c'est de plus en plus serré. J'en pense que c'est de plus en plus serré et que ça confirme ce que je pense, que l'essentiel, c'est d'être prêt pour les playoffs. Et celui qui sera le plus prêt dans les playoffs aura la plus grande chance d'être champion. Mais sinon, je pense ce que je me répète, mais que ça devient de plus en plus tactique, d'où le fait que c'est de plus en plus serré, qu'on privilégie la défense à l'attaque et que pour un spectateur neutre, parfois les matchs sont longs à regarder. Et pour vous aussi, vous vous ennuyez en regardant? Ça dépend des matchs, mais il y a des matchs où oui, c'est long à regarder. Votre podium de fin de saison, ce serait qui? Ce serait Genk-Bruges-Anvers. Dans quel ordre difficile, mais ces trois-là. Donc le podium actuel en fait. Ouais, je pense. Donc Anderlecht, vous n'y croyez pas trop? Vu les dernières semaines, oui, mais c'est difficile. Hein. Sur une saison, c'est long, donc voilà, peut-être. Mais allez, je dirais mes trois, en tout cas mes deux sûrs, c'est Bruges et Genk, et le troisième, peut-être Anderlecht si Anvers craque. Mais bon, je vais dire Anvers toujours. Et Charleroi, qui souffre? Ça fait mal, hein. Ça me fait mal, mais Toujours aujourd'hui, ouais. ouais, vraiment, parce que je continue à les suivre, hein, pas regarder tous les matchs, mais je continue à suivre l'actualité. Et moi aussi, ça me fait mal de les voir là, parce que je sais que du coup, c'est un club qui est un peu dans la tourmente, alors que c'est un club qui est bien, en fait, qui est bien géré. Là, on va en revenir à la situation de Daines, mais je sais qu'à Charleroi, ça n'arrivera pas, ça, parce que c'est bien géré. Et donc, je comprends qu'on en attende toujours plus. Mais je pense qu'ils font avec les moyens du bord, et les moyens du bord, c'est les moyens de la raison. Et en tout cas, ils n'ont pas à s'inquiéter de la situation du club. Le club n'est pas prêt à disparaître, je pense. Mais l'année passée, c'était quand même chaud, hein, sportivement. Oui, sportivement. Mais le club est là. Pourquoi sportivement? Parce que forcément, vu les dernières années qu'ils ont connues, avec des bons... Bon, là, ça fait 1 ou 2 ans que c'est plus compliqué, mais avant ça, il y avait toujours eu des très bons résultats. Et voilà, c'est comme ça que les supporters, ils en attendent de plus en plus. Et donc forcément, voilà, ils en veulent plus. Et donc terminer comme l'année dernière, c'est impensable, c'est inimaginable. Le problème de Charleroi, ce n'est pas moi qui vais l'inventer, c'est que ça fait quelques temps qu'ils ont besoin de quelqu'un qui marque des buts, c'est tout. Hein. Pour le reste, je crois qu'ils travaillent très bien, ils savent très bien comment il faut travailler. Mais ça fait mal parce que c'est un club fort, où j'ai adoré jouer, où les gens sont passionnés par le club et où il fait vraiment, j'ai adoré jouer à Charleroi, vraiment, l'ambiance, ça me manque, j'aimerais revivre cette ambiance qu'il y avait avec des gens passionnés qui sont parfois dans l'extrême parce qu'ils sont vite, je me rappelle à ma période où on avait beau gagner 5-6 matchs d'affilée, après on en perdait 2 et ça commençait déjà à siffler. Donc ils en demandent beaucoup, mais c'était une belle ambiance, donc ça me fait vraiment, je dis pas ça pour faire semblant, ça me fait vraiment de la peine pour eux. Quoi. Mais donc, si Mehdi Bayad, vous êtes libre, vous appelle, vous dites oui? Là, je suis libre en tout cas, ouais, il peut m'appeler. Mais franchement, c'est un truc qui vous brancherait. En tout cas, c'est un club où j'ai adoré être, donc forcément, ça me ferait plaisir d'un jour retourner à Charleroi. Oui. Vous savez, pendant des années, cette équipe a quand même fait des super résultats avec un bon recrutement. Depuis quelques années, prendre des buteurs, mais globalement, le recrutement laisse à désirer. Est-ce que ça se limite qu'à l'absence d'un buteur? En tout cas, je vais prendre les exemples quand moi j'y étais. Quand il y avait Osimhen, ça règle quand même beaucoup de choses. Il y a eu Rezaï qui a eu une très bonne période. Non, mais là, je parle d'aujourd'hui. Oui, mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un buteur, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que c'est leur priorité. Et après ça, je ne crois pas que ce soit le seul point qu'ils veulent améliorer. Mais quand je prends mon exemple, mon vécu à Charleroi, on a toujours eu quelqu'un qui a mis des buts. Et donc forcément, oui, quelqu'un qui met des buts, je peux vous assurer que dans le foot, ça change quelque chose. Ouais. Et alors, le football belge est aussi spécialiste dans les C4 d'entraîneurs. Mazzo avait sauvé Charleroi, puis ça s'est mal terminé. 2000 arrive comme le sauveur, maintenant on n'en rediscute non plus. Le coach du Cercle de Bruges, 4e année passée, Coupe d'Europe, viré. Est-ce que c'est la seule solution, virer les entraîneurs en Belgique? Le problème, c'est que c'est toujours le même débat. Ça coûte moins cher de virer un coach qu'une équipe. Hein, on n'est pas assez patient pour les coachs en Belgique? En fait, je pense que ce qu'il y a surtout, je peux me tromper vraiment, mais je crois que parfois les directions
ont vraiment la pression du monde extérieur, donc des médias, des supporters. Et le fait de faire quelque chose, c'est un peu se dire, ben, vous voyez, on essaye de faire quelque chose. Alors que moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la stabilité. Mais en même temps, c'est facile de dire ça de l'extérieur. Si c'est un coach qui ne correspond pas à l'équipe, vaut mieux lui dire au revoir parfois. Donc, Mais pourquoi il correspond pendant X mois et puis plus? Est-ce que les joueurs, quelque part, se disent pas aussi, de toute façon, s'il arrive un truc, c'est le coach qui va sauter et nous, on est tranquille? oh, ça, j'ai pas cette impression de se dire en tant que joueur, oh, s'il arrive quelque chose, parce qu'on est tous perdants, hein. Quand un coach est viré, généralement, c'est que le club va mal. Et si le club va mal, c'est rare que la majorité d'une équipe en profite, hein. Donc voilà, le joueur, ce qu'il a de garantie, c'est vrai, c'est la durée de son contrat. S'il a un contrat de 3 ans, lui, quoi qu'il arrive, il aura ses 3 ans, ça c'est vrai. Mais la bonne solution, je sais pas c'est laquelle, hein. Sinon, je crois qu'on la connaîtrait depuis longtemps. Euh, Quel est le plus beau transfert que vous avez raté? Que j'ai raté? Ah ben, franchement, je vais dire la vérité, on m'a parlé que d'une fois d'un transfert, vraiment, c'est quand j'étais à Charleroi pour aller, mais c'est une expérience un peu exotique aussi. Mon agent m'avait parlé à l'époque, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais de Krasnodar. Et je m'étais, donc c'est un Donc club en en Russie. Et voilà, et moi j'étais jeune, je vous ai dit, j'ai jamais eu des contrats incroyables. Du coup, pour moi, c'était aussi une belle opportunité à ce moment-là où je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en fait, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc, est-ce que c'est un transfert raté? J'en suis pas sûr parce que c'était pas assez concret pour moi que pour dire que c'était un transfert Mais vous seriez dit? en route. Je pense que oui, oui. Je pense que oui. Parce qu'encore une fois, il faut dire ce qui est. Quand vous avez jamais eu des contrats incroyables et que vous avez l'opportunité d'aller dans un championnat où vous pouvez vous mettre plus en sécurité, je pense qu'il y a très peu qui ne le font pas. Oui, il y a quelques joueurs qui jouent vraiment pour le prestige, mais encore une fois, c'est très limité. Je me rappelle sur l'exemple que je prendrai, mais de Osimhen, quand il est venu, il disait, ouais, lui, tu vas voir, lui, ça va être. C'est Felice Mazou qui m'avait dit ça, tu vas voir, lui, il va jouer dans les plus grands clubs du monde et tout. Franchement, j'y croyais pas une seconde, hein. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était. Je sais pas, j'y croyais pas. Pourtant, Pourquoi il il avait avançait tout. pas ou quoi? Pourtant, il avait tout. Il avait tout, mais je me disais, quand il m'a dit il va jouer au Real et tout, je me suis dit, ça va, c'est un peu. Il exagère. Et au final, voilà, de temps en temps, une fois sur 100, il y a une belle histoire qui s'écrit comme ça. Mais c'est très, 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 très rare. Donc, parce que franchement, j'ai eu la chance de pouvoir dire que j'ai joué avec lui. Et donc, j'ai un exemple de une fois sur 100 que ça marche. Mais citez-moi beaucoup d'exemples qui ont cette trajectoire. Il n'y en a pas des masses, hein. Donc, quand vous avez l'opportunité de pouvoir, par exemple, c'est un scénario un peu à la Maximilien, comment il s'appelle, Maximilien Coffrier. Bien sûr qu'il l'a fait. Il s'est retrouvé en Russie, puis en Espagne. Voilà. Mais le problème, et ce n'est pas un problème, aujourd'hui c'est une opportunité, c'est que le monde du foot est basé sur la réputation. Et donc il est parti dans un grand championnat, exotique en Russie, mais un grand championnat. Vous savez que même si vous ne jouez pas là-bas pendant 3 ans, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez retrouver une équipe. Parce que vous venez d'un grand championnat. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc la Russie, c'est un plus grand championnat que la Belgique? En tout cas, à l'époque, le Spartak Moscou et tout ça, c'est des plus grosses équipes que la Belgique, où les moyens financiers sont 10 fois plus grands. Ne vous inquiétez pas que si vous allez là-bas, vous allez retrouver quelqu'un. Moi, c'est ce qui s'est passé à mon échelle. J'étais à Charleroi, j'ai plus joué depuis 2 ans. Je suis parti à Dens. Comme j'expliquais, je suis parti là-bas un peu en me disant, ben voilà, j'avais pas le choix. Et en fait, j'allais retrouver, même si je restais encore 2 ans sur le banc à Charleroi, j'allais retrouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très facile de descendre une division, mais très difficile de remonter. Et donc, quand vous avez l'opportunité de passer un palier, même si vous ne jouez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez redescendre. Mais justement, par rapport à une expérience à l'étranger, Krasnodar à l'époque, vous êtes de type aventurier, vous aimez bien changer de vie, parce qu'en même temps, ça veut dire être loin de ses proches, sa famille, tout ça. C'est aussi ça le côté football dont on parle jamais, c'est tout d'un coup de dire, ben, d'un jour à l'autre, la vie bascule, la vie change. C'est dans votre tempérament ou bof? Bof, en fait, je l'étais beaucoup quand j'étais plus jeune, moins maintenant, mais en fait, c'est dans mon tempérament tout le temps que j'ai mes enfants et ma femme près de moi. Si j'ai ma femme et mes enfants près de moi, je peux aller partout. J'ai pas de problème. Ma famille, je sais qu'ils pourront venir de temps en temps, mais déjà ici, en fait, on est en Belgique, donc c'est pas trop loin.
Mais ça n'empêche qu'on ne se voit jamais la semaine, on se voit une fois tous les X semaines. Donc voilà, ce sera une fois, si j'étais à l'étranger, ce serait une fois tous les X mois. Mais bon, voilà, c'est le foot qui veut ça. Je pense que quand on commence à jouer, on est préparé aussi à ça. Et donc je crois que j'aurai pas de problème vraiment. Quel est le plus gros talent gâché que vous avez côtoyé? Talent que j'ai côtoyé. Gâché, hein? Le type qui aurait pu Ouais. faire une trajectoire, un talent phénoménal, et puis finalement, ça n'a rien donné. Oh. Là, je réfléchis franchement à des joueurs avec qui j'ai joué à Saint-Tron. À Saint-Tron, je vais reprendre un peu comme ça les joueurs, les meilleurs avec qui j'ai joué. À Saint-Tron, c'était Jean-Luc Dompé, Junior Edmilson. Mais bon, tous les deux, ils ont quand même s'en sont bien tirés. Un en Allemagne, Junior, il est au Qatar depuis des années, donc je pense qu'il s'en est pas trop mal tiré. À Charleroi, il y en a eu beaucoup, mais bon, il y en a qui, la majorité, ils ont fait quand même de belles carrières. Hein. Quand je vois Luki Bacchio, Osimhen, Rezaï, Golizadeh, j'en oublie. J'en oublie, mais franchement, je sais pas. J'en sais rien. Vous avez une trentaine de sélections chez les Diablotins, quand même. Vous avez joué avec des Don Donker, des Trossard. Ouais. Ouais, j'ai et joué. finalement, est-ce que ça aurait pu se prolonger plus? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir pas raté votre carrière, mais que ça aurait pu s'emballer mieux? En tout cas, parfois, je dis que j'ai joué avec des joueurs qui ont bien mieux réussi que moi, ça c'est vrai. Donc, je me dis, bah voilà, c'est la vie qui veut ça. Je dois être honnête, il y a beaucoup de choses. Une des choses qui m'a beaucoup déçu et qui m'a beaucoup freiné et que voilà, j'ai eu difficile de l'accepter pendant longtemps, c'est que, en fait, souvent, ce qu'on m'a reproché, c'est mon physique, ma taille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ça, moi je vais pas, je peux rien y faire. Donc ça, c'était difficile quand on me disait que je jouais pas à cause de ma taille ou que on était très intéressé par moi, mais qu'après, voilà, c'était difficile au point de vue de ma taille et voilà, par rapport à ma position. Ça a toujours été difficile d'accepter pour moi. Et donc, vous auriez pu faire une meilleure carrière ou pas, vous pensez? Je pense que Parce qu'il y a aussi parfois des mauvais choix ou pas? oui, je pense. En fait, aussi, je pense que j'ai joué un petit peu trop tôt. Pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les équipes réserves qui jouent directement en D1B, c'est incroyable. Pour eux, c'est une chance inouïe. Moi, à cette époque-là, j'étais à Genk. Même en réserve, je ne pouvais pas jouer parce que c'était tous les pros qui redescendaient et donc on ne pouvait pas jouer en réserve. Et donc, si j'étais né quelques années plus tard, ça aurait été tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, dans le foot business dans lequel on joue, tout se joue les premières années quand on est jeune. Parce que c'est là que le potentiel de plus-value est le plus énorme. Donc voilà, en fait, si j'avais voulu faire une meilleure carrière, j'aurais dû profiter des premières années où j'ai joué à Charleroi, où j'étais encore relativement jeune pour partir directement. Tomber sur le bon entraîneur aussi, mais quand on dit ça, pas tellement en termes de compétences, parfois le feeling qui passe ou pas, avec tel ou tel, vous jouez, avec un autre, vous ne jouez pas alors que vous êtes le même joueur, Ouais. et parfois ça peut écrire un destin totalement. Exactement, exactement, et je l'ai vécu clairement à Charleroi. C'était Bélocine? Ouais. Et pourtant… C'est juste sur le feeling, c'est pas sur le profil sportif ou le projet? Ben, c'est ce que je disais là, c'est que j'étais pas le profil physique qu'ils recherchaient. Parce que mon entente Mais là, on ne humaine… parle plus des pieds à ce moment-là. Ah non, on parle plus des pieds. Et c'est ça le plus difficile et que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Parce que c'était pas des pieds, c'était une taille et voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'aurais préféré qu'on me dise que c'est les pieds. Ça a à moi à m'améliorer, mais quand c'est pas les pieds. Et puis il y a des grands, mais qui n'ont pas de cerveau. Mais ça, c'est chaque. Mais en même temps, ça, on ne peut pas reprocher à un coach. Hein. Chaque coach a ses profils de joueurs et son style de jeu. Donc voilà, j'aurais juste aimé le savoir vraiment parce qu'il me l'a dit à un moment donné. Mais après quelques temps, j'aurais juste voulu le savoir plus tôt, quoi. Parce qu'en termes de relations humaines avec lui, ça peut paraître très bizarre, hein, mais je m'entends très bien avec lui et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez revivre un moment du foot, un match, un moment qui a été fort pour vous, c'est lequel? J'ai quand même envie de, malgré que j'ai connu des beaux moments, j'ai quand même envie de revenir à mon meilleur moment qui m'a propulsé à Charleroi. C'est quand je marque le penalty en Coupe de Belgique contre Anderlecht et que c'est ça qui m'a… J'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a lancé. Donc c'était un beau moment pour moi parce que j'étais jeune, tout était réuni, c'était contre Anderlecht, à domicile, au penalty, je suis le dernier tireur. Enfin, je veux dire, tout était réuni et c'était vraiment un beau moment. Vous en aviez rêvé avant, hein?
Ouais, je l'avais dit que j'en avais rêvé avant, c'est vrai. La seule chose que j'avais dit que j'avais pas faite, c'était la Panenka, mais parce que ça, j'avais pas osé, mais j'en avais rêvé avant, ouais. Vous pouvez expliquer? Oui, oui, j'avais dit que la veille, j'avais dit à mon frère, regarde, demain, tu vas voir, on va faire match nul, on va aller au penalty, et je vais tirer le dernier penalty, je vais faire une Panenka et on va marquer. Tout s'est passé comme prévu, sauf la Panenka que j'ai pas eu le cran de, j'ai pas eu le cran de la faire. Vous y avez pensé quand même à faire la Panenka? Non, je crois pas. Franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle de tout, mais je me rappelle plus si j'ai pensé à la faire. Mais vous savez, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était un de mes premiers matchs. Voilà, j'ai pas eu le culot de le faire. Mais pourquoi est-ce que les joueurs font des Panenka sur un geste qui est quand même très important? Parce Ce qu'on que veut, c'est que la balle soit au fond et on sait qu'on prend le risque de se faire engueuler par tout le monde si ça rate. Pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que, en fait, souvent un gardien, il plonge parce qu'il. Oui, je sais, mais c'est le côté joueur qui reste finalement, il n'y a rien à faire. Ouais, bah oui, On chambre. non, c'est même pas pour chambrer le gardien, hein, je sais pas, voilà, à un moment donné, on reste joueur et c'est le plaisir, le risque, voilà, à un moment donné, ça reste et soit on n'aime pas. Et franchement, j'aurais voulu la faire, hein, mais comme je répète, j'ai pas. Mais votre équipier le fait, la Panenka, la rate, vous le détestez. Le coach le déteste. Moi, franchement, je peux pas le détester parce que je trouve qu'il s'est bien essayé. Même si c'est pour un titre, une prime. Ben, dans le fond, je le déteste, mais d'un autre côté, qui tente pas peut pas rater. Moi, je ne pourrais jamais en vouloir à quelqu'un qui tente. Je préfère quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui rate, que quelqu'un qui ne veut pas tirer. Donc remettre de la liberté dans le football d'aujourd'hui plutôt que tous ces cadres. Un peu, ouais, parce que trop de cadres tue le cadre, hein. Oula. Ouais, moi, j'aime bien quand même un peu de liberté. Ouais, non, j'aime bien tout ça. C'est pour ça que je dis, je pense que le foot d'avant devait quand même être plus chouette, quoi. Quand parfois, vous voyez, maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit tout. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une vidéo de Fabien Barthez à l'époque. Il sortait de son rectangle, il driblait, il montait la balle au pied jusqu'au milieu de terrain. On ne voit plus ça. C'est quand même passionnant, non, on voit ça m'a fait vibrer alors que je ne suis pas gardien et que, voilà, c'était à l'époque, quoi. Mais je me suis dit que si j'étais au match et que j'étais spectateur de ce genre de match, ça me ferait frissonner. Et votre geste technique de fou à vous, c'est quoi? Oh, je dribble pas, non. Donc je fais pas de geste technique à moi. Ou un tour de monde ou un truc? Non, non, je suis pas ce genre-là. Je faisais beaucoup. Ça date de ma formation à Genk. Il y avait un coach technique, Michel Ribeiro, et on faisait beaucoup d'enchaînements. Mais c'est plus de la coordination, donc c'est pas spécialement un geste technique pur, mais tous ces petits enchaînements de pré-échauffement. En gros, ça, je continue à les faire, alors que ça fait 10 ans que je les ai fait avec lui, même plus. Dans un an, Gaëtan Hendrix, il est où et il fait quoi? Alors là, c'est une bonne question. Avec toutes ces péripéties qui s'est passées, j'ai pas pris beaucoup de temps de penser à moi. J'ai beaucoup pris le temps d'essayer de trouver une solution pour le club. Mais j'espère que Gaëtan Hendrix, il est dans un club avec sa famille qu'il apprécie, où il se sent bien, aussi bien qu'à Daines, et qu'il apprécie toujours autant le terrain. Et dans 15 ans? Dans 15 ans, ben, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein. Quand on m'a parlé de Charleroi, on m'a pas du tout parlé, on ne fallait plus me parler de foot. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que le foot. Donc je dois dire que quelque chose que de l'extérieur, j'aimerais bien faire, parce qu'encore une fois, je ne connais pas et j'aime pas juger sans connaître, c'est directeur sportif. J'aimerais bien faire ça dans un club. Pourquoi? Parce qu'on gère un peu de tout, on gère de l'humain, on gère des joueurs, on gère un peu de tout et j'aime bien ça. Agent joueur? Pourquoi pas, mais alors d'une autre façon que c'est fait aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment être proche, transparent et voilà. Et je ne sais pas si c'est possible d'être si proche et transparent comme j'aimerais le faire en tant qu'agent, parce qu'aujourd'hui les agents, ils ont besoin qu'on leur signe des mandats, qu'on leur promette monts et merveilles. Et eux, s'ils ne trouvent rien, ben, c'est pas grave. Mais nous, en tant que joueurs, si on ne trouve pas, ben, nous c'est grave parce qu'on n'a pas de club. Donc en fait, j'aime pas trop ce truc d'agent, d'enfermer un joueur et d'être là juste pour faire un deal. J'aime bien plutôt de gérer tout, en fait, de gérer tout, d'être disponible pour tout. Donc j'aimerais le faire d'une autre manière, comment, j'en sais rien, mais je préférerais être directeur sportif qu'agent de joueur. Mais donc pas pour le pognon ou pour enfumer les gens? Pas pour enfumer les gens, non, vraiment pas. Parce que justement, en fait, je vois ma situation d'aujourd'hui, où je vois que parfois c'est difficile de faire confiance à quelqu'un, et j'aimerais être cette personne de confiance. Merci Après, Gaëtan. peut-être que moi je me ferai enfumer, mais tant pis, ce sera ma faute, hein.
Merci Gaëtan. De rien.